Dans mon ouvrage « La démocratie à l'âge de l'hyper-individualisme », j'ai écrit sur les grands risques qui pèsent aujourd'hui sur la démocratie libérale. J'ai tenté dans cette série de vidéos de vous présenter quelques-unes des raisons qui expliquent cette situation de fragilité. Nous en avons vu trois grandes, qui ne sont pas les seules, mais qui, à mon avis, sont vraiment déterminantes aujourd'hui. Premièrement, les inquiétudes autour de l'avenir économique des classes moyennes. Deuxièmement, une augmentation des tensions identitaires, en particulier d'ordre culturel et religieuse. Troisièmement, un accroissement des tendances hyper-individualistes qui se traduisent par une perte de confiance dans les institutions et dans l'action collective. Mon analyse peut paraître, a priori, très pessimiste, mais je l'ai surtout voulu comme une alerte. Nous vivons une période de transition extrêmement profonde, qui crée un contexte très difficile pour nos démocraties. Il est très difficile de comprendre comment nos sociétés vont évoluer, vers où elles vont aller, vers nous-mêmes allons-nous aller. Plusieurs transitions majeures prennent forme en même temps. Une transition technologique de très grande ampleur, avec l'émergence de l'intelligence artificielle et l'explosion de la robotique. Une transition géopolitique, avec la fin de la prédominance des États-Unis sur le monde et l'émergence de la Chine comme une puissance globale. Une transition sociale et culturelle, avec la demande par les individus d'une très forte autonomie par rapport aux institutions et aux normes. Antonio Gramsci, un penseur italien très original, refait surface aujourd'hui, car ses réflexions sur les périodes de transition sont très pertinentes pour comprendre le monde. Il a notamment écrit sur la notion d'interregnum, c'est-à-dire les périodes de transition dans l'histoire des civilisations où l'on sait que le vieux monde disparaît, mais on ne sait pas encore quelle va être la nature du nouveau monde qui se profile à l'horizon. Pour lui, ces périodes intermédiaires ont toujours historiquement été marquées par de très forts symptômes morbides. Il a évoqué cette idée dans ses cahiers de prison écrits en 1926 alors qu'il était incarcéré par le régime fasciste en Italie. Il évoquait alors la période d'entre-deux-guerres en Europe. Il fait peu de doute que nous vivons aujourd'hui un de ces interregnums et que les symptômes morbides s'amassent. Il est très difficile de prévoir quand apparaîtra un nouvel ordre suffisamment structurant et de quelle nature il sera fait. Peut-être dans une forme très différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Comme nous l'avons montré plus haut, les jeunes s'engagent et réagissent sur un certain nombre de grands sujets moraux. Ils ne sont certainement pas passifs. Cependant, nous ne sommes pas dans une société de l'indifférence, mais nous sommes dans une société où l'on voit que nous réagissons très différents aux événements qui affectent le monde qu'il y a 50 ans de cela. Gilles Lipovetsky, dont nous avons parlé plus haut, caractérise les nouvelles formes d'engagement de cette façon. Je cite : « L'engagement en vue de l'autre est passé d'une culture de l'obligation morale au nom des valeurs universelles à celle de l'accomplissement de soi. C'est l'éthique de l'authenticité, épanouissement de soi, et non plus une éthique du devoir qui est le moteur des participations contemporaines aux actions pour le bien d'autrui. Devant ces transformations profondes de la société, comment sauver la démocratie libérale ? Dans mon livre, je suggère 5 domaines prioritaires. Premièrement, nos sociétés doivent prendre pleine conscience des dangers de l'hyper-individualisme et autant qu'elles peuvent se ressaisir.
La volonté d'une plus grande autonomie de l'individu par rapport aux normes n'est pas réversible. Elle est la continuité d'une très longue évolution. Cependant, les excès de l'hyper-individualisme, eux, doivent être freinés. On ne peut s'en remettre uniquement au gouvernement pour cela. Bien sûr, ils ont un rôle à jouer, par exemple pour contrôler les abus des médias sociaux. Aujourd'hui, cependant, ils sont pour la plupart beaucoup trop focalisés sur le court terme, car ils essaient de répondre aux crises à répétition et incessantes qui frappent à nos portes tout le temps. Il faut que les sociétés elles-mêmes se prennent en main et que des mécanismes sociaux autorégulateurs commencent à jouer. Il faut que les individus retrouvent leur capacité de connexion, de dialogue et de compromis. Deuxièmement, les gouvernements et le monde de la recherche doivent nous donner des raisons d'espérer dans l'avenir économique et doivent établir une vision de comment s'organisera la société du futur. Il faut absolument pouvoir se préparer aux énormes chamboulements qui se dessinent au lieu de s'empêtrer dans des guerres culturelles qui ne mènent à rien. L'absence de perspective et d'imagination sur l'avenir est une grande source d'anxiété pour tous. Pour le moment, ceux qui dessinent les technologies qui vont définir notre existence future veulent s'échapper sur Mars. Ces gens-là ne peuvent pas avoir le dernier mot sur la façon dont nous allons vivre notre futur. Troisièmement, les systèmes éducatifs dans le monde entier doivent faire l'objet de réformes profondes et devenir une priorité absolue. Les réformes doivent porter sur deux aspects. D'abord, il faut que les systèmes éducatifs donnent les capacités aux individus, tous les individus, pauvres comme riches, de contribuer à la société du futur et de se donner les moyens de vivre décemment. Ensuite, l'éducation doit aider les individus à se respecter les uns et les autres et avoir suffisamment d'empathie et de compréhension pour la société, pour nos voisins, pour les autres qui habitent cette planète. Cela va demander quelque chose de beaucoup plus sérieux et profond que quelques heures d'éducation civique par semaine. Quatrièmement, la démocratie doit, bien entendu, être réformée pour s'adapter aux transformations sociales en cours. Mais il faut le faire sans jeter le bébé avec le bain, comme disent les Anglais. Il faut redonner aux citoyens la conviction qu'ils ont un rôle à jouer. Cependant, il faut reconnaître aussi que la démocratie directe ne fonctionne que rarement et dans des contextes très particuliers. On ne peut régler les problèmes très graves qui menacent le monde à travers une multitude de référendums et de conventions auxquelles peu de gens participent. La démocratie représentative à travers des élus paraît essentielle, mais il faut trouver des moyens pour que les citoyens se trouvent plus impliqués. Cinquièmement, finalement, les pays libéraux doivent reprendre leurs efforts pour promouvoir la démocratie et des droits humains dans le monde. L'Europe et ses plus proches partenaires ont un rôle très important à jouer dans ce domaine, au vu de ce qui se passe dans le monde en général. Sans arrogance, sans prétendre que l'Occident a toutes les réponses, de façon discrète, mais efficace. Les pays démocratiques aujourd'hui, plus que jamais, doivent se tenir les coudes et ne pas avoir honte de le faire. Espérons que nous n'assistons pas à la fin des vagues démocratiques et qu'après ce long reflux, une nouvelle vague surgira. Espérons que cela pourra se faire
sans que nous ayons à traverser une 4e guerre mondiale. Je vous remercie d'avoir bien voulu regarder ces vidéos et j'espère qu'elles vont vous intéresser. J'espère aussi qu'elles vont vous inspirer à vous plonger dans mon livre sur la démocratie. Dans ces vidéos, nous n'avons pu survoler que très rapidement les questions sur l'avenir de la démocratie. Vous trouverez dans mon ouvrage « La démocratie à l'âge de l'hyper-individualisme » ces idées développées avec beaucoup plus de détails. J'espère que l'ouvrage vous intéressera.